Bon, je vais admettre que tout le monde est arrivé. Madame la directrice, on peut y aller. Merci. Bon, donc écoutez, on a vraiment le grand privilège ce soir d'accueillir quelqu'un que tout le monde connaît, ou que tout le monde a au moins entendu parler au moins une fois, même certainement plusieurs. C'est Jean-Claude, qui est vraiment un spécialiste absolument reconnu mondial d'art rupestre. Alors Jean, c'est vrai qu'il avait, au départ, il s'était un peu fourvoyé dans le mégalithisme, puisqu'il avait fait une thèse sur les dolmens du Lot, si mes souvenirs sont exacts, il y a quelques années. Et donc, avant de basculer sur l'art rupestre et de travailler sur des toutes petites cavités très très peu connues, comme Nuo, comme Chauvet, vous voyez, des choses tout à fait confidentielles. Donc, il a été à l'UNESCO, il a été... enfin, j'oublie pas mal de choses, si je dis des bêtises, tu me reprendras. Maintenant, c'est disons, un semi-retraité plus qu'actif, puisqu'il parcourt le monde encore à la découverte d'art rupestre. Là, il vient de sortir un livre sur l'art rupestre en Inde, qui est complètement inédit, avec des choses très très intéressantes, et un apport ethnologique qui est quelque chose de passionnant dans nos disciplines. Donc voilà, ce soir, il va nous parler de chamanisme et d'art rupestre. Je crois que le sujet de la conférence, c'est ça. Il avait écrit un bouquin il y a une vingtaine d'années, je crois, avec Lewis William, une vingtaine d'années, un bouquin qui avait fait qui avait secoué pas mal de cocotiers à l'époque, dans le milieu. Et donc, voilà, il va nous parler ce soir de chamanisme et d'art rupestre. Je te laisse la parole. Merci Jean-Paul. Oui, c'est vrai, oui, j'ai fait une thèse il y a déjà quelques dizaines d'années sur les dolmens du Quercy. Et puis les hasards de la vie ont fait que j'ai dû travailler sur l'art préhistorique et j'ai changé mon fusil d'épaule. C'est quand même de changer de vie. Et depuis un bon nombre d'années maintenant, je travaille sur l'art des cavernes et même sur l'art dans d'autres pays parce que c'est la seule façon que nous ayons d'essayer de comprendre. Parce que quand on est confronté à un art comme l'art des cavernes, c'est-à-dire pour lequel on n'a pas de témoignage, et on ne peut pas espérer en avoir, on n'a pas d'archives. Tout ce que nous avons, c'est l'art où les gens l'ont fait et où il s'est conservé. C'est très important. Nous, en Europe, on a la chance que, pour des raisons qui étaient les leurs et qui étaient des raisons profondes, les gens sont allés faire des dessins dans des grottes, dans des cavernes, hors de la lumière du jour. Ça s'est conservé. Dans beaucoup d'autres pays, dans la majeure partie des pays du monde, ce n'est pas le cas. Que ce soit en Australie, que ce soit en Inde, que ce soit en Afrique du Sud ou dans les Amériques, la plupart des gens ont fait des dessins à l'extérieur. Vous avez entendu parler, vous avez vu peut-être des fresques du Tassili et d'autres endroits. Ça se trouve dans des abris. Ça se trouve sur des rochers. Ça ne se trouve pas au fond de cavités souterraines hors de la lumière du jour. Et ça, c'est assez exceptionnel. Alors, le gros avantage pour nous, c'est que ils ne l'ont pas fait pour ça, hein, mais quand ils ont fait des peintures au fond des cavernes, elles se sont conservées. Et elles se sont conservées de façon absolument admirable, comme on le voit chaque fois qu'il y a une découverte, comme celle de la grotte Chauvet, il y a près de 20 ans, où on a des peintures qui ont 36 000 ans et qui sont, comme si on les avait exécutées hier. D'une fraîcheur admirable. Donc là, on peut faire des remarques, on peut faire des études. En Australie, c'est surtout des gravures ou des peintures beaucoup plus récentes. En Afrique, c'est la même chose. En Inde, où je travaille actuellement, chaque fois qu'il y a eu, par exemple, il y a un abri avec des peintures, bon, qui ont quelques milliers d'années, très bien. Si cet abri se prolonge par une grotte profonde, dès que vous arrivez dans le noir, il n'y a plus un seul dessin. Dans ce cas-là, l'attitude des gens vis-à-vis du noir, vis-à-vis du monde souterrain, ça a été un recul, un rejet.
Et ça se comprend. Et vous allez voir, on en vient au chamanisme là. Parce que lorsque on veut essayer de comprendre le pourquoi de cet art, ce qui est la chose la plus intéressante, faire des descriptions comme on le fait, comme tous les spécialistes nous le faisons, et dire ça c'est bon, c'est un homme, ça c'est une femme, ça c'est je sais pas quoi, un bison mâle ou un cheval, etc. Ça présente son intérêt, mais savoir pourquoi ils l'ont fait, c'est l'intérêt majeur, c'est ça qui devrait nous motiver assez curieusement, dans le milieu qui est le mien, hein, le milieu des spécialistes d'art préhistorique, ce n'est pas très bien vu d'essayer de comprendre pourquoi. Je vous assure, c'est vrai, quand on a sorti ce bouquin avec Louis Williams, il n'y a pas tout à fait 20 ans, 19 ans, on a eu, ça a été une levée de bouclier, mais vraiment. Pourquoi? Parce qu'on avait enfreint un tabou, d'une certaine façon. Alors maintenant, assez curieusement, ça s'est vraiment beaucoup calmé. Les gens, il faut qu'ils s'habituent un peu à l'idée, vous voyez, 20 ans, bon, ben ça va quoi. Donc maintenant, il n'y a plus. Je peux écrire des choses du même genre, ben, il y aura beaucoup moins de réactions dans le milieu. Alors, quand on veut essayer de comprendre, sur quoi peut-on se baser pour le faire de manière scientifique? En gros, nous avons deux lignes de recherche. La première, c'est de savoir ce qui a été fait, où ça a été fait, comment ça a été fait. C'est-à-dire observer ce que l'on a et l'étudier dans le détail. Et vous allez voir que ce que je vous dis, ce n'est pas anodin. C'est-à-dire aller le faire au fond d'une caverne profonde, plutôt que de le faire sur un rocher à l'extérieur, ce n'est pas du tout la même conception sur le plan mental. La seconde ligne de recherche qu'on a, et il n'y en a pas d'autre, c'est, puisqu'on n'a pas de texte, c'est d'essayer de voir, d'étudier des peuples qui sont connus, qui sont beaucoup plus récents, pour lesquels on a des témoignages et qui avaient le même mode de vie, pas exactement, mais qui étaient des chasseurs-cueilleurs, par exemple, ou qui avaient des modes de vie extrêmement traditionnels et qui pratiquaient l'art rupestre, c'est-à-dire dessiner sur des rochers, faire des peintures, des gravures ou des sculptures sur les rochers. En étudiant ces gens-là, qui sont des humains comme nous, puisque cet art, jusqu'à plus ample informé, on n'en connaît pas chez les Néandertaliens, on en connaît beaucoup à partir du moment où il y a notre espèce, l'espèce l'homme moderne, qui arrive, et c'est pour ça que de temps en temps, on en trouve en Afrique qui est beaucoup plus ancien que celui qu'on a ici. Moi, chaque fois, j'ai des journalistes qui me téléphonent, ils me disent « Oh, vous êtes stupéfait, comment, de là à 75 000 ans ?» Ben non, je ne suis pas stupéfait du tout. On peut s'y attendre, et même on peut s'attendre à avoir des dates beaucoup plus anciennes, 100 000, 150 000, puisque notre espèce, l'homme moderne, nous avons à peu près au minimum 200 000 ans. Et au minimum 200 000 ans en Afrique. C'est donc en Afrique qu'il faut s'attendre à trouver l'art le plus ancien. Le problème, c'est le problème de la conservation. C'est pas évident, parce que plus c'est vieux, moins ça a de chances de se conserver. Et surtout, comme je le disais tout à l'heure, si ça a été fait en extérieur, c'est-à-dire soumis aux différentes températures, soumis au vent, soumis à la pluie, soumis aux tempêtes de sable ou autre. Donc là, il y a peu de chances que ça se conserve. Mais je lisais un article il y a 3 ou 4 jours, dans l'extrême sud de l'Afrique, à Blombos, un abri où ils avaient trouvé une plaque d'hématite, un morceau d'hématite poli et gravé avec des motifs géométriques datés à 74 000. Ils viennent de trouver dans une couche plus profonde des traces d'ocre sur des objets qui sont datés à plus de 100 000 ans. Bon, ben oui, très bien. Moi, ça ne me choque absolument pas, au contraire. Je pense que c'est une très belle découverte et je pense qu'il y en aura d'autres. Comme ces gens-là sont arrivés en Europe, ces hommes modernes, il y a à peu près 40, peut-être 45 000 ans maximum,
nous, il y a peu de chances qu'on trouve des types d'art aussi anciens. Mais autour de 30-35 000, ils s'en trouvent de plus en plus. Les premiers, ça a été la grotte Chauvet, mais depuis, on en a trouvé en Italie, on en a trouvé en Espagne, on en a trouvé d'autres en France. Donc, ce sont des dates 35-36 000 maintenant qui sont, je dirais, relativement courantes. Donc, vous voyez, la méthode, c'est étudier ce qu'il y a et aller voir ailleurs des gens qu'on connaît ethnologiquement qui pratiquent l'art rupestre et qui ont des cultures traditionnelles. Alors, quand on regarde de ce côté-là, eh bien, on s'aperçoit que chez les chasseurs-cueilleurs, les gens qui ont fait l'art pendant ces 25 000 ans, ou 30 000 ans, au Paléolithique, c'était des chasseurs-cueilleurs, ça on le sait, de façon absolument certaine. Donc quand on regarde chez les chasseurs-cueilleurs, la religion, si je puis dire, les croyances, les pratiques religieuses les plus fréquentes, c'est le chamanisme. C'est ce qui est le plus répandu, c'est répandu dans le monde entier, et c'est ce qui est le plus fréquent chez les chasseurs-cueilleurs, c'est de l'ordre de 70 ou 80%. Bon, ça a été étudié par les ethnologues. Donc, quand on regarde on considère l'art paléolithique, il y a plus de chances que ce soit du chamanisme qu'autre chose. Il y a aussi un autre élément qui va dans ce sens, c'est la répartition géographique du chamanisme. Le chamanisme, on le trouve quasiment dans le monde entier, mais en particulier, il y a toute une nappe de chamanisme, je dirais le chamanisme classique, celui qu'on connaît le plus, qui part de la Sibérie, qui couvre toute la Sibérie jusqu'aux pays nordiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui sont passés dans les Amériques, ils avaient des cultures de type chamanique. Et les Amériques, actuellement, sont un des lieux du monde où il y a le plus de chamanisme. Pas chez nos collègues américains, mais chez les Indiens. C'est-à-dire les plus anciens Américains avaient des religions de type fortement chamanique. Et quand l'Amérique, ça a été peuplé entre 15 000 et 25 000, en gros. Hein. Donc les gens qui ont peuplé l'Amérique, c'était des gens du Paléolithique supérieur, et il y a de fortes chances qu'ils aient eu des religions de type chamanique. Voilà pourquoi on peut considérer le chamanisme a priori, et sans étudier dans le détail, comme l'hypothèse la plus probable, la plus plausible. Alors, je parlerai toujours d'hypothèses, parce qu'on n'a pas de preuves. Hein. Ce que je vous dis, ce sont des hypothèses. La preuve, on ne peut pas l'avoir, parce qu'on n'aura jamais quelqu'un qui va vous expliquer oui, il y avait un chaman, il faisait ci, il faisait ça. Moi, j'ai eu cette expérience, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie professionnelle, c'est vrai. Et il y a 2 ans et demi, j'ai eu une expérience de ce type. On en parlait tout à l'heure pendant le dîner. J'étais en Inde, j'avais été invité par une de mes collègues à voir l'art. Elle avait fait sa thèse de doctorat sur des peintures dans un endroit vraiment très reculé du centre de l'Inde, qui s'appelle Pachmari. Il y a des jungles, et ces jungles qui seraient aussi grandes qu'un département français, hein, elles sont interdites à la visite pour la protection de la faune et de la flore. Et en plus, parmi la faune protégée, il y a des tigres. Et dans le cas où on était allé, il y avait les gens ne savaient pas exactement, ils disaient entre 55 et 65 tigres qui y vivaient. Alors, ça posait un certain nombre de problèmes, c'est-à-dire qu'il a fallu qu'on ait des autorisations, bien